Bienvenue dans Le Monde en question, un programme destiné à éclairer les grands enjeux de notre époque. Un programme proposé par Citizen Web, votre Web TV. Pour ce nouveau numéro du Monde en question, on va s'intéresser au phénomène des discriminations et à ses conséquences de l'insertion sociale à la santé mentale. Notre République est fondée sur un principe d'égalité. Pourtant, au sein de notre société, trop de nos concitoyens sont victimes de discrimination, au sens où ils subissent des traitements inégaux et illégaux du fait de critères interdits par la loi tels que l'origine, le genre ou l'état de santé. Au-delà de cette définition théorique, concrètement, les discriminations se traduisent par le fait de se voir refuser un emploi, un logement ou encore un prêt bancaire alors que son CV ou son dossier correspond au profil recherché. Un refus du fait de son origine supposée, de son adresse, de son appartenance religieuse ou encore de son handicap. Les discriminations sont également subies dans la manière dont les institutions traitent certains individus, par exemple lors d'un contrôle de police ou dans la gestion d'un dossier par l'administration. De telles expériences ne sont pas sans conséquences. La discrimination, par les différences d'opportunités qu'elle occasionne, affecte durablement les trajectoires de vie, les parcours scolaires ou professionnels. Ces discriminations engendrent aussi de la souffrance psychique et impactent la santé mentale des personnes discriminées. Face à ces réalités, force est de constater une forme de déni ou de passivité de nos gouvernants. Il n'existe pas de véritable politique publique de lutte contre les discriminations. Comment expliquer une telle passivité ? Comment répondre au fléau des discriminations ? Telles sont les questions auxquelles tentera de répondre notre invitée, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, médecin psychiatre et écrivaine, auteure d'Une arabe en France, publiée chez Odile Jacob en 2017. Bonjour Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer notre échange, nous sommes allés vers nos concitoyens pour précisément savoir quelle était leur perception du phénomène des discriminations. Faire une différence entre les gens par rapport à leur couleur de peau, peut-être quelquefois à leur religion et aussi à leur niveau social. La discrimination, c'est exclure des gens par rapport à une différence. Par exemple, discrimination à l'embauche, c'est-à-dire renier certaines personnes vis-à-vis de leur couleur, religion ou de leur handicap. La discrimination pour moi c'est le contraire de l'égalité, c'est ne pas accepter la différence d'autrui, c'est ça pour moi la discrimination. D'après les réponses de nos concitoyens, incontestablement, l'expérience de la discrimination est quelque chose de partagé par beaucoup. Et en même temps, force est de reconnaître une forme de tabou. On n'en parle pas publiquement. Comment mesurer la réalité de ces discriminations, notamment à travers votre expérience de médecin psychiatre ? Alors, ce qui est assez paradoxal et que je pense qui peut rendre fou au sens littéraire du terme, c'est que vous avez régulièrement des chiffres sur les discriminations à l'emploi, au logement, effectivement des chiffres sur les inégalités, donc qui sont officielle, mais en face, comme vous le disiez si bien dans votre introduction, aucune mesure forte à la hauteur de ces chiffres qui sont effrayants, qui sont rendus publics, aucune mesure forte n'est mise en place pour cela. Et donc, les personnes se retrouvent face à à ce double discours. Ce que me disent mes patients, c'est que ce sont des situations, en tout cas les personnes dont les parents sont venus pour construire la France. Il faut quand même le rappeler. Leurs parents ont été appelés en France pour construire ce pays. Donc ils sont nés des patients donc d'origine, dont les parents sont d'origine essentiellement maghrébine, qui sont nés en France, qui ont des enfants, et maintenant des petits-enfants qui sont nés en France. Mais parlons de ceux qui sont nés en France, qui ont toujours su, en fait, ces éléments de discrimination, qui les ont vécus dans leur chair, qui les ont vécus dans leur parcours scolaire, professionnel. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas ?
parce que leurs parents leur ont dit « faites le dos rond, rasez les murs, c'est ainsi qu'on ne vous provoquera pas ». Donc de fait, ils ont grandi avec ce statut de personnes différentes. Et donc ils ont intériorisé cette différence au sens péjoratif du terme. Donc ce que vous dites, c'est que si on n'en parle pas tant que ça publiquement, c'est que également, à titre individuel, c'est quelque chose qui est plutôt, qui ne s'exprime pas forcément à l'échelle des discriminés eux-mêmes. Alors c'est à la fois une problématique individuelle extrêmement douloureuse, mais moi je renvoie aussi à la question du déni au niveau national, au niveau des politiques, au niveau du discours aujourd'hui ambiant, qui justement écarte la souffrance de ces individus. Parce que qu'est-ce que c'est le déni? C'est le fait de ne pas reconnaître à ces personnes-là un malheur, un drame, une souffrance, un passé qu'ils ont vécu et qui les a meurtris. Excusez-moi, mais en fait, le paradoxe sur lequel on reviendra dans un deuxième ou troisième temps, c'est que d'un côté, il existe non seulement des rapports officiels, des études universitaires sur la réalité des discriminations de différentes natures, et de l'autre, en fait, l'absence de réaction au niveau de la politique, des politiques publiques, à la hauteur, effectivement, du phénomène ou du fléau. Mais dans un premier temps, véritablement, à l'échelle des individus, dans la mesure où on n'a pas beaucoup de témoignages qui soient finalement exprimés publiquement, comment ces patients s'expriment auprès de vous? Mais justement, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est parce que la parole publique ne leur est pas accordée, qu'il y a une intériorisation de ces idées, de ces idéations, de ces pensées et également de ces souffrances, parce qu'en fait, on ne vient pas voir un psychiatre par hasard. On vient voir un psychiatre parce qu'on a un conflit intrapsychique majeur qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu accès à la parole publique. Et moi, je considère que le métier de psychiatre est un métier de lanceur d'alerte à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et petit à petit, à partir de mon expérience en France, j'ai commencé à sentir ces mal-être, ces malaises, ces souffrances commencer à s'exprimer par rapport à un passé d'enfants d'immigrés. Et est-ce que l'environnement, le contexte de notre société, marqué par la montée de la xénophobie, disons-le, nourrit finalement ce mal-être tel qu'il peut être vécu ou subi à l'échelle individuelle? Est-ce qu'il y a une connexion? C'est une évidence. Oui. C'est une évidence dans la mesure où les personnes se sentent traumatisées tous les jours. Il faut savoir que ce sont des personnes, pour une grande majorité d'entre elles, comme je le disais au début, qui vivaient avec cette injonction de ne fais pas de bruit, il faut que tu suives la route qu'on t'impose et quel que soit ce qu'on te dit. Et aujourd'hui, ce sont pour certaines d'entre elles, ont fait des études, ont pris conscience et sont quand même restées dans ce moule, mais avec comme des espèces de failles de temps en temps où il y aurait une colère absolument irrépressible, mais qu'elles n'ont pas appris à exprimer. Donc, elles s'octroient un espace de parole, comme chez un psy, comme entre amis, comme entre nous, comme ils se le disent. Entre nous, on se comprend, entre nous, on peut se dire ce genre de choses. Maintenant, ça se termine par une consultation en psychiatrie parce que le mal-être est tel, le manque de confiance en soi est tel, le manque d'estime de soi est tel qu'on peut arriver vers la dépression. Et le discours actuel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente pour ces gens-là? Des claques quotidiennes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont suivi le schéma républicain, qui ont cru aux lois de la République, au trépied de la République. Ils y croient plus que jamais aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit. Et ça, c'est assez paradoxal et je suis chaque fois très étonnée de ces réactions-là. Et aujourd'hui, on leur dit, vous avez effectivement respecté les règles, mais en fait, on ne veut pas de vous. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça vous déshumanise, ça vous prend toute l'énergie que vous avez mise à vous mettre sur les rails, à faire partie de ce collectif.
toute votre vie et ça vous anéantit en fait. Aujourd'hui, le discours quotidien, qu'est-ce qu'il est? Il est « on ne veut pas de vous ». C'est-à-dire qu'on nie la place de ces gens-là. On ne veut pas, on efface ces personnes. De l'identité nationale. De la France. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'en veut pas. Or, ils sont là, c'est fini, ils sont là. Ils sont là, ils font des enfants, ils arrivent d'ailleurs. Moi, je suis une expatriée tunisienne, j'ai choisi de venir, j'ai fait des enfants avec un homme français, j'ai des enfants métis, je suis là. Voilà, ils sont là, partiront pas. Où voulez-vous qu'ils aillent? Et précisément, comment ce type de vécu, ou le fléau même des discriminations, peut impacter la construction de l'identité? Comment vous percevez cela? Forcément, est-ce que... Avec énormément de fragilité, énormément de failles. Moi, j'ai des personnes qui, en particulier à la lecture après la lecture de mon livre ou des missions comme les vôtres, me disent, en fait, je n'ai jamais compris que c'était parce que j'ai vécu traumatisée toute ma vie, parce que j'ai vécu dans l'empêchement toute ma vie, qu'aujourd'hui, je suis si malheureux, si malheureuse. Ça allait de soi, c'est ça que j'appelle le déni. C'est-à-dire que ces personnes soient considérées comme des personnes de seconde zone, allait de soi. Et aujourd'hui, il y a des personnes comme vous, comme moi, qui prennent la parole pour dire « mais non !» En fait, ce qui s'est passé, leur vie et ce qu'ils subissent aujourd'hui n'est pas normal et ça peut rendre malade. En plus, ça a un coût pour la société. Ça a un coût. Oui, on paye tous le coût de la discrimination. Ils rendent visite à des médecins qui sont... alors, vous avez parfois des troubles somatiques, des troubles, je sais pas, des allergies, etc. Mais ça a un coût. Ben justement, on a notamment posé la question à un certain nombre de concitoyens sur... la manière dont ils avaient vécu à titre personnel les discriminations qu'ils avaient subies. Quand on cherche, on travaille, on est compétent, on est noir, et l'autre il vient, il est blanc. Vous avez plus de compétences que lui, donc il a plus de chances que vous de trouver le travail grâce à sa couleur. Par exemple, le fait que certains propriétaires refusent de louer leur appartement à des gens qui sont de race noire ou qui sont, musulmans, donc pas forcément noirs. Hein. Ou autre chose, il y a plusieurs sortes de discrimination. La discrimination selon la couleur, selon le sexe, selon l'âge, selon l'ethnie, selon notre confession, notre religion. Ouais, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères de discrimination. Selon un handicap, selon le physique. C'est juste exclure soit une personne ou un groupe de personnes. Alors ces témoignages viennent abonder dans votre sens, au sens où il y a différents types d'expériences et ces expériences de discrimination ont des conséquences réelles, sociales, mais aussi parfois psychologiques. D'un point de vue précisément psychologique et collectif, il y a ce que vous appelez le fait de ne plus pouvoir parler en son nom propre ou le phénomène de la confiscation de la parole. Le fait qu'une catégorie de personnes, les musulmans par exemple, soit assimilée à un bloc homogène qui n'existe pas en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce que j'en pense et ce que j'entends et que je trouve très très inquiétant relève de la perversion en fait. C'est-à-dire que on vous impose, on ne vous confisque pas uniquement la parole, mais on vous confisque votre pensée. C'est-à-dire qu'on vous dicte ce que vous devez penser. Et lorsque vous dites que ça n'est pas votre pensée, on vous oblige, on vous dit « mais non, en fait, moi je sais ce que tu penses » ou « je sais ce que tu devrais penser ». Et c'est ainsi qu'en fait les personnes se trouvent dépouillées, c'est une forme de cannibalisation. C'est comme si on vous avait pris votre propre production intellectuelle, émotionnelle et affective. On vous enlève le droit de la liberté de penser. C'est énorme, c'est énorme. Et cette façon de dire les musulmans, c'est aussi une façon de vous voler votre singularité. C'est-à-dire que moi, parce que je porte un prénom musulman, parce que vous portez un prénom musulman, eh bien nous penserions
exactement la même chose et nous aurions exactement, absolument. Mais les gens vous disent, en langage, je dirais, plutôt quotidien, c'est comme si nous étions d'un bloc. Mais non, quand il y a eu les attentats qui nous ont dévastés tous, et je peux en parler parce que c'était au moment où il y avait des attentats en Tunisie, et moi-même, étant tunisienne, j'ai été prise en étau entre les attentats en Tunisie et leurs conséquences psychiques chez les Tunisiens qui vivaient ici, et les attentats en France et les conséquences psychiques chez les Tunisiens et les Français qui vivaient ici. Hein. Donc, je peux parler d'être pris en étau. Et du coup, on vous demande de vous prononcer et de parler et de déclarer que vous êtes contre les attentats en tant que musulmans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais combien sommes-nous à prendre la parole, à dire qu'on est contre le terrorisme, que nous sommes contre le radicalisme, que nous sommes extrêmement nombreux, et ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez lorsqu'il s'agit d'islam, d'arabe, etc. Vous n'avez jamais assez dit, vous n'avez jamais assez asséné que vous êtes contre le terrorisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on demande aux chrétiens, moi qui vis dans ma belle famille et catholique pratiquante, qui s'est toujours érigée contre les pratiques de la pédophilie dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aujourd'hui aux catholiques de descendre dans la rue et de dire qu'ils sont contre ce qui s'est passé dans l'Église ? Parce qu'on reconnaît la singularité des catholiques. Parce qu'on est dans une société où on a le droit d'être chrétien comme on veut. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être musulman comme on veut? Oui, c'est en ça qu'on vous vole votre liberté. Et psychologiquement, ça a un impact terrible. Alors, que disent précisément vos Ils sont en panne. Ils sont en panne dans l'incapacité d'avancer. Ils sont en panne intellectuelle, ils sont en panne affective. Qui je vais fréquenter? Aujourd'hui, on a peur de son voisin, on a peur de ses amis. Les gens sont en train de virer sur des discours qui n'ont aucune, je dirais, légitimité, ne serait-ce qu'historique. Ça n'est pas en vous assénant des références intellectuelles prétendument bien adaptées, etc., qu'on va faire oublier qu'une bonne partie de la population française est d'origine maghrébine et vit tranquillement, travaille tranquillement en France, et en recevant des coups de ce type, on leur nie leur existence. Alors, ce que vous dites, on voit à quoi vous faites référence. Et en même temps, au-delà de ce présent écrasant, il faut reconnaître que cette représentation, alors dans ce cas-là, des musulmans, comme ils disent, comme on dit, est le produit d'une construction historique. C'est-à-dire que ce qu'on subit peut-être aujourd'hui, et ce que subissent à titre individuel un certain nombre de vos patients, c'est aussi le fruit du passé ou d'un passé. Est-ce qu'ils ont conscience de ce lien entre le passé, qu'ils n'ont pas forcément vécu à titre personnel, et leur vécu présent? Et comment? On a fêté il n'y a pas longtemps l'anniversaire, le triste anniversaire. Mais bien sûr, vous avez des enfants, des petits-enfants, de personnes qui ont été noyés dans la Seine. Et comment? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à quel point l'humain est nié, est négligé dans les discours publics. C'est que ces personnes, en fait, ont vécu une petite histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la post-colonisation. Ils sont venus ici, comme je le disais au départ, ramenés par leurs parents ou nés ici parce que leurs parents sont venus ici, et ils ont vécu la post-colonisation. Ils l'ont vécu dans leur quotidien. Oui, ils savent très très bien quel est leur passif. Et la chose qu'ils demandent lorsqu'on sort du contexte psychique et du contexte de ce dépouillement de la singularité et de cette difficulté à trouver sa place, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on parle enfin tous ensemble de ce passé. Donc, effectivement, vous abondez plutôt dans mon sens, en ce sens où le passé pèse encore sur nos présents respectifs. Complètement. Et y compris par rapport à notre destin commun. Complètement.
Complètement. Je Alors, voudrais juste rajouter aussi une chose, c'est que ces personnes aujourd'hui qui nient, qui n'accordent pas l'importance qu'ils ont, on va dire, aux personnes d'origine étrangère, oublient simplement que les hôpitaux publics aujourd'hui fonctionnent grâce à des médecins qui viennent de l'étranger. Ils qui oublient. ne bénéficient pas du même statut. Alors ça c'est arrangé. Moi j'ai fait partie de cette discrimination institutionnelle, hein, parce que c'était ça. Moi je suis venue il y a quelques années en tant que médecin à diplôme étranger. J'étais payée 2 fois moins que les médecins à diplôme français pour une quantité de travail parfois supérieure. Hein. Donc il a existé à un moment effectivement cette discrimination institutionnelle. Mais aujourd'hui, heureusement, elle a été réparée. Simplement, ceux qui vous disent nous voulons qu'un certain nombre de personnes partent de ce pays, eh bien j'aimerais bien voir vers qui ils vont quand ils ont mal à la tête, mal au ventre, lorsqu'ils vont aux urgences, qui va les soigner? Est-ce qu'ils vont demander à ce médecin ses papiers et lui demander de partir alors qu'ils sont en situation de crise? Non. Qui garde leurs petits-enfants? On pourrait citer d'autres services publics. Alors, l'informatique aujourd'hui, le monde de l'informatique, pour savoir le nombre d'informaticiens tunisiens, algériens et marocains qui viennent travailler en France, l'informatique ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne aujourd'hui en France s'il n'y avait pas ces étrangers. Alors, vous soulignez finalement à la fois la réalité du visage de notre société et en même temps le fait qu'une portion substantielle de la population subit des traitements discriminatoires. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les pouvoirs publics sont relativement soit passifs, soit défaillants pour lutter contre les discriminations. C'est la question qu'on a notamment posée à nos concitoyens. À la fois pour tirer ce constat et savoir s'ils avaient une idée sur la manière dont il fallait procéder pour lutter contre les discriminations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils confondent discrimination et mépris. La plupart des gens, ils sont méprisés à cause de leur statut social, d'où ils viennent. Tu vois, et les gens, ils confondent mépris et discrimination. Alors que pour moi, mépris, c'est par rapport à l'apparence, parce que t'es pauvre, t'es né pauvre, t'as rien fait, c'est un fait social. Et du coup, bon, t'es discriminé à cause de ça, on se cache derrière les couleurs, mais en réalité, on se cache derrière les statuts, parce que t'as rien, t'es que dalle, t'es un pauvre type. Et ça, c'est le capitalisme sauvage que je dirais. Alors, nos concitoyens ont un certain nombre d'idées, ça tombe bien, mais la question qu'on peut se poser d'abord, chère Fatma Bouvet de la Maisonneuve, c'est partir du constat suivant lequel, d'un côté, on a au sein du gouvernement, au sein des gouvernements qui se succèdent, un ministre, ou un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État chargé de l'égalité, de l'égalité des chances, voire de la citoyenneté, et en même temps, il n'y a pas de véritable politique publique de lutte contre les discriminations tendant à inverser les courbes, par exemple, dès lors qu'on constate le caractère prégnant, voire massif des discriminations du fait des origines ou autres. Comment expliquer ce décalage entre l'affichage politico-institutionnel et une réalité toujours aussi lourde ? Alors, là, je vais dire mon opinion personnelle, hein, mais, et puis je vous dirai aussi comment ça s'illustre chez mes patients. Je pense que ce serait vraiment un énorme chantier. Un énorme chantier, ne serait-ce que sur la question de la scolarité. On commencerait par l'égalité à l'école. Quel chantier ce serait ? Le nombre de décrocheurs dans les quartiers difficiles qui commencent par une souffrance, et on oublie de le dire, parce que avant de devenir délinquants, combien sont en grande souffrance et qui n'ont jamais été pris en charge? Là, on va me taxer de parler de sociologie, de psychologie, mais je sais de quoi je parle. Je sais que je parle du matériel humain avec lequel je travaille tous les jours. Et on ne peut pas me contredire là-dessus. On commence par souffrir de décrocher de l'école. On commence par souffrir de ne pas ressembler aux autres. Et ensuite, on trouve un autre chemin, qui peut être celui de la mort, peut-être, d'une maladie chronique, ou celui de la délinquance, d'accord ? Donc, les Français qui ont... de la mort, c'est le suicide. Oui, tout à fait, tout à fait.
ou alors des conduites suicidaires, oui. Et donc là, on peut pas contredire ce que nous voyons dans les cabinets tous les jours. Donc ce serait vraiment un chantier que de commencer par l'égalité à l'école. Et pendant la crise du Covid, et comment qu'on l'a vu cette inégalité à l'école? Et comment? Parce que le nombre d'élèves qui avaient un ordinateur et qui étaient dans des quartiers difficiles et dans des familles pauvres, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc évidemment, ça a aggravé l'inégalité. Donc, et les Français ont tendance à compter sur l'État, à faire confiance à l'État. Je vous disais tout à l'heure, les valeurs républicaines font partie des repères des Français, de tous les Français. Et ce que je constate en fait dans ma patientèle, et qui est assez triste en fait pour la France, c'est que les personnes dites issues de l'immigration, et qui arrivent, grâce à l'école républicaine et grâce effectivement à la méritocratie française qui existe quand même, à accéder à des responsabilités, à avoir des métiers qui leur permettent une certaine autonomie. Et bien ce sont eux qui décident de quitter la France. Ce sont eux qui décident de partir à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, parce que la situation est devenue irrespirable en France. Mais les autres n'arrivent pas à respirer, mais n'ont pas les moyens de partir. Donc nous sommes en train de perdre, en fait, de la matière grise aussi, hein, oui, de ces gens-là qui décident les plus français, je dirais, les plus convaincus sont en train de partir. Vous soulignez le coût économique et social pour la société des discriminations vécues par les individus eux-mêmes et qui en tirent d'une certaine manière les conséquences en choisissant l'exil d'une certaine manière. Bien entendu. Mais ce qui est intéressant en même temps dans votre réponse, c'est qu'elle est fondamentalement républicaine, au sens où vous considérez qu'il faut commencer par un chantier, le chantier de l'école et des discriminations scolaires qui nourrissent finalement les inégalités scolaires qui sont étayées par un certain nombre d'études. Je vous renvoie notamment aux études de l'OCDE qui suivent un peu l'état de la situation en France. On est très mal classé. Des dernières, non seulement on est très mal classé du point de vue du rapport entre l'origine sociale et la réussite scolaire, mais malheureusement, les enfants issus de l'immigration sont ceux qui pâtissent le plus de ces inégalités scolaires, d'après, encore une fois, les études réalisées par l'OCDE. Et je rajouterais que les enfants français sont les plus angoissés, oui, aussi, d'après ces études-là. Ça s'inscrit dans un contexte plus global, vous avez raison. Et dès lors qu'on essaie de mettre sur la table à la fois ce diagnostic étayé, eh bien, on fait face à un discours, ou un contre-discours qui essaye non seulement de neutraliser la volonté de mettre cette question des discriminations et des inégalités sur la table, notamment à travers des anathèmes ou des injures publiques comme le wokisme. Parler aujourd'hui d'inégalité, de discrimination et de la volonté de justice sociale et autres, c'est devenu presque un tabou républicain. C'est paradoxal. Comment fait-on pour faire face à cette offensive idéologique? Oui, ce sont bien sûr, en fait, ce sont des personnes réactionnaires qui accusent les autres d'être réactionnaires. On est quand même dans un système extrêmement tordu. La condamnation du mouvement wokiste, c'est une façon de vous empêcher de penser aussi. C'est-à-dire que tu penses remise en question des valeurs, des statuts, des rues, tu remets en question des injustices officiellement. Non, tu es droit de l'homiste, tu es universaliste et c'est ringard et non, on n'en parle pas, on n'en parle plus, c'est drôle. C'est ce qui est en fait une façon de vous rabaisser, de vous décrédibiliser. Et ça fonctionne très souvent comme ça. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un nouveau patient que je voyais pour la première fois qui a subi un véritable parcours du combattant en termes de harcèlement et qui me disait, qui était absolument effondré dans une institution publique d'origine maghrébine, qui était totalement effondrée, qui a subi le pire, hein, de ce qu'on peut subir au travail. Et il me dit, mais je ne suis pas une victime. Je ne veux pas faire de victimisation. C'est aussi ça qu'on vous renvoie toujours lorsque vous parlez de discrimination. Oh, mais arrêtez de faire vos victimes. Mais en fait, ouais,
Il existe des personnes qui sont victimes. Cet homme-là me disait « Non, je ne suis pas une victime ». Je lui disais « Mais si, vous êtes victime depuis maintenant 6 ans d'une chasse aux sorcières contre vous parce que vous êtes maghrébin. » Les choses étaient notées. Il y avait des éléments sur le papier et enregistrés qui voulaient lui mettre les bâtons dans les roues parce que c'était quelqu'un de brillant, qui était ambitieux et que la personne au-dessus de lui voulait absolument empêcher de progresser. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je ne suis pas victime. Mais si vous êtes victime, mais vous avez des forces, vous avez des ressources pour reprendre le dessus. Et donc, je veux dire, au niveau général, au niveau du discours général, de vous renvoyer au wokisme, de vous dire « Ah, mais arrêtez de faire vos victimes, etc. » Mais si, il y a eu des victimes, il y a eu des traumatismes, il y a eu des souffrances. Mais aujourd'hui, on peut se reconstruire. Voilà, se reconstruire collectivement et se reconstruire individuellement avec nous, des médecins. C'est un excellent dernier mot de votre part, dans la mesure où il met en perspective, et c'est une note d'espoir pour finalement une démarche collective, pour mettre à la fois sur la table la question des discriminations et pourquoi pas tenter de la résoudre ensemble. Très bien, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, merci beaucoup pour ce diagnostic de notre société, tout simplement, à partir de votre expérience de médecin psychiatre. Et merci également pour cette mise en perspective, pour essayer de trouver des solutions ensemble au phénomène des discriminations. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Monde en question.